Les biens reçus en héritage sont source de conflits lorsqu'ils font l'objet d'une gestion commune, surtout lorsqu'il s'agit des biens comme les immeubles, les biens comme les terres ou même des infrastructures. En droit, on parle de biens indivis et dans ce nouveau numéro de l'heure du droit, nous en parlons avec Manasseh Klohou Kofi, qui est assistant juriste foncier. Auditeurs et auditrices, il est 11 heures à Radio Gina. Bienvenue dans l'heure du droit. Je suis Méchac Niaro. Cher invité, bonjour. Bonjour Méchac. Alors aujourd'hui, nous parlons de la gestion des biens indivis dans une succession. Que dit la loi par rapport aux biens indivis? Merci. D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle indivision. L'indivision n'a pas été définie dans notre code des personnes et de la famille, mais on peut retrouver une définition dans le code foncier à l'article 176 qui la définit comme la situation d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes ont des droits similaires ou analogues, mais en ce moment précis où ces personnes ont des droits sur ce bien, aucune ne peut prétendre à un droit exclusif sur ce bien-là s'il n'est pas ou bien ils ne sont pas partagés. Donc, si on prend une parcelle donnée, on peut avoir une parcelle sur laquelle il y a plusieurs personnes qui ont des droits, ils l'ont hérité peut-être d'un auteur. Donc, aucun ne peut prétendre avoir un droit exclusif sur ce bien et y poser des actes sans l'autorisation des autres. D'accord. Alors, quand on parle de succession, on parle en même temps d'héritage. Quels sont les genres de biens qui peuvent entrer ou devenir des biens communs? Bon, s'agissant des biens communs ou bien des biens qu'on hérite d'un auteur, tous les biens appartenant à un auteur qui est décédé ou bien au décujus, comme on a l'habitude de le dire, peut faire l'objet d'une succession ou bien peut tomber dans l'indivision. Notamment, on peut prendre quand, s'agissant de la terre, qui est un bien immeuble, on peut également inclure dans l'indivision et dans la succession les biens meubles. D'accord. Est-ce que les dettes aussi peuvent faire l'objet d'une indivision? Bien évidemment, puisque quand on prend les biens, il peut avoir des dettes. Donc, ces dettes-là sont, je dirais, rattachées à ces biens-là qu'on hérite. Donc, une fois que vous avez, vous acceptez la succession, vous acceptez également les dettes. Donc, il y a des situations où vous craignez que la succession de votre auteur peut être source des dettes dont vous n'avez pas la connaissance. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez accepter votre succession-là sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire, vous allez quand même, on vous donne la possibilité d'accepter cette succession-là tout en vérifiant, par exemple, les dettes qui sont rattachées à ces biens. Alors, et en ce qui concerne l'indivision, est-ce qu'il s'agit toujours et uniquement des biens matériels ou bien ça comporte aussi les biens immatériels? Oui, puisque en droit, le bien n'est pas seulement quelque chose qu'on peut toucher. Donc, il y a aussi les biens immatériels qui peuvent constituer des biens indivis. Donc, par exemple, les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle, tout ce qui appartient à l'auteur en termes de droit peut entrer dans la notion de bien, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu, approfondir un peu la question de droit d'auteur et de propriété en ce qui concerne l'indivision? Quand on prend par exemple le cas d'un artiste, qu'il soit artiste musicien ou artiste peintre. Oui, bon, les artistes, par exemple, ou bien un écrivain qui a écrit ou bien qui a produit une œuvre d'art et qu'il a effectivement protégée, à sa mort, les droits les droits recueillis sur ces biens-là sont transmis automatiquement à ses héritiers qui peuvent les réclamer ou bien demander les avantages que procurent en fait ces droits. Donc, en ce sens-là, on peut dire que les biens-là, qui sont des droits, par exemple, de propriété intellectuelle, peuvent appartenir ou bien peuvent être transmis aux héritiers de cette personne-là.
Donc, s'agissant de l'indivision, la loi dit, quand une personne décède, on parle de l'indivision successorale. Et ce n'est pas l'indivision successorale seulement qui existe, il peut y avoir également l'indivision conventionnelle. Donc, il faut distinguer ces genres de situations où, par exemple, quand la personne décède, vous, les héritiers, vous devenez des indivisaires, quoi. Donc, les indivisaires sont ces personnes-là qui sont dans l'indivision. Donc, si après la mort de l'auteur, celui qui laisse le bien, les héritiers peuvent décider qu'ils vont vivre dans l'indivision pendant un délai déterminé. Donc, dans ce cas-là, si le délai n'est pas atteint, aucun des indivisaires ne peut venir, par exemple, pour provoquer le partage. Donc, on a décidé de commun accord que notre bien reste dans l'indivision. Peut-être que c'est un bien qui nous sert d'activité rémunératrice, de revenus. Donc, le fait que quelqu'un se lève pour demander, par exemple, son partage peut nuire à l'intérêt des autres indivisaires. Ils peuvent s'entendre pour laisser ce bien en indivision pendant une durée déterminée. Donc, c'est pourquoi la loi dit, sauf disposition légale contraire, ou bien sauf disposition contraire, nul n'est censé à rester ou bien à demeurer dans l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué. Donc, si vous entendez que vous allez vivre dans l'indivision, vous ne pouvez pas décider du partage que lorsque le délai ou bien la convention d'indivision, le délai soit atteint. Mais si vous voyez que pendant ce délai, il y a peut-être un indivisaire ou bien vos intérêts sont menacés, vous pouvez demander au juge, en prouvant, si vous avez des motifs légitimes, de partager par exemple ce bien-là. Donc c'est la même chose. Souvent, chez nous, quand la personne décède, les indivisaires ne disent rien. Donc là-bas, il y a aussi convention d'indivision, mais cette convention d'indivision-là est tacite, c'est-à-dire que personne ne s'est prononcé. Donc une fois qu'ils sont là, ils savent que c'est le bien de leur auteur, ils ne se sont pas prononcés. Là, la loi dit, ok, cet accord d'indivision, bien cette convention d'indivision-là est tacite. Et là, quand c'est tacite, là, ça veut dire que c'est à durée indéterminée et le partage peut toujours être provoqué. Maintenant, lorsque c'est express et que tout le monde en parle, en ce moment, quelle est la durée? Oui, quand c'est express, la loi dit c'est 5 ans. 5 ans pour vivre dans l'indivision. Mais vous pouvez décider de prolonger cette durée-là. Et cette durée-là, pardon, à l'intervalle où vous voulez. Donc, pendant cet intervalle, si vous ne justifiez pas d'un motif légitime, vous ne pouvez pas demander le partage. Parce qu'on dit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Donc, vous ne pouvez pas violer l'accord là que vous avez conclu avec les autres indivisaires pour rester dans l'indivision une fois le délai n'est pas passé. D'accord. À partir du moment où les héritiers vivent dans l'indivision et peut-être décident de jouir de cette indivision, comment est-ce qu'ils obtiennent la propriété du bien dont ils jouissent de l'indivision? Lorsque leur auteur décède, une fois que il est prouvé bien évidemment que les indivisaires sont aptes à jouir, qui ne font pas l'objet des actes ou bien des poursuites d'indignité. Et on sait que lors de succession est là, les enfants du décujus ou bien les ascendants, le conjoint survivant, quand il est prouvé quand même qu'il n'y a pas une instance en divorce, ils sont héritiers de cet auteur-là. Donc, automatiquement, la propriété de cette personne décédée leur est transmise. Maintenant, est-ce qu'ils ont, par exemple, quand on prend le cas d'un immeuble, d'une parcelle de terre, est-ce que les héritiers ont la possibilité d'immatriculer ce bien-là en leur nom, à eux tous? Bien évidemment. Et depuis, je pense, le décret foncier du 24 juin 1906,
c'est vrai que le décret, il y a la disposition du décret qui ne prévoit pas expressément l'immatriculation collective, mais on a des familles propriétaires, les autochtones, qui immatriculaient déjà les propriétés en leur nom. Donc, pour consacrer le mécanisme, le législateur togolais a essayé de consacrer la notion de l'immatriculation collective qu'on peut retrouver facilement à l'article 250 de notre code foncier, qui dit quand même que les collectivités, les familles peuvent demander l'immatriculation de leurs terres. D'accord. Alors, vous aviez parlé de tantôt 5 ans pour vivre dans l'indivision. Est-ce que ça ne concerne que les immeubles? Ça ne concerne que les terrains et les maisons? Non, bien évidemment, la convention d'indivision peut porter sur tous les biens appartenant au décujus. Tous les biens, les meubles comme les immeubles, tous les droits les droits immobiliers ou mobiliers, tout ce qui est immatériel comme matériel. Et maintenant, est-ce qu'ils doivent jouir, selon la limite de la loi, d'après ce que vous avez dit, ils ont 5 ans pour pouvoir jouir ensemble du bien. Est-ce que c'est valable aussi pour des biens comme la voiture, comme peut-être les dettes ou bien des droits d'auteur? En fait, il faut qu'on nuance un peu parce que le délai de 5 ans dont j'ai parlé n'est qu'un délai que le législateur a prévu en cas de disposition contraire. C'est-à-dire en l'absence de disposition contraire. C'est-à-dire que les indivisaires peuvent prolonger ce délai. Les indivisaires peuvent décider que nous allons vivre dans l'indivision 10 ans. Donc, ce n'est pas 5 ans ce n'est pas le délai de 5 ans n'est pas obligatoire si ils ne décident de rien. Ils disent, OK, on va faire une convention d'indivision. Là, s'ils ne précisent pas le délai, c'est là la loi dit que c'est 5 ans. D'accord. Donc, par exemple, ils peuvent décider d'utiliser le véhicule du décujus, du défunt, ensemble pendant 5 ans et après décider peut-être de la vendre ou d'en disposer autrement. Oui, justement, s'agissant de ce type de bien, on voit que parfois, il y a des cas où le bien ne peut pas être partagé. Donc, quand le bien ne peut pas être partagé, il y a le mécanisme qu'on appelle la licitation. Donc, la licitation de ce bien-là pour récolter, en fait, le produit de la vente et pouvoir partager ça entre les héritiers. Donc, une fois que le bien ne peut être partagé, c'est la procédure de licitation là qui convient pour répartir le produit de la vente entre les indivisaires. Merci. Alors, quand on parle de succession, on parle d'héritage. Il y a à la fois les héritiers directs, c'est-à-dire les enfants du défunt, et il y a également les latéraux, les frères, les sœurs du défunt. Lorsqu'on parle d'indivision, est-ce que ça concerne à la fois les enfants et les latéraux, ou l'indivision se fait, la jouissance en indivision d'un bien se fait seulement entre les enfants? L'indivision existe entre toutes ces personnes-là qui ont des droits sur le bien du décujus. Si on prend par exemple les enfants, autant ils sont nombreux, autant ils sont indivisaires. Donc ça veut dire que s'il y a 10 enfants, aucun des enfants-là ne peut se prévaloir à lui seul d'un droit sur le bien-là si les autres ne lui donnent pas d'accord. Donc c'est ça qui fait qu'on parle d'indivision. Comme je l'ai défini tout de suite, l'indivision c'est la situation d'un bien où tout le monde a un droit analogue, mais qu'on ne connaît pas avant le partage. Donc, si par exemple, il n'y a pas d'enfants, il y a les ascendants. Si les ascendants sont nombreux, ils sont aussi dans l'indivision, puisqu'il faudra après partager ce bien-là entre eux. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles générales relatives à l'indivision? Oui, bon, l'indivision, généralement, comme nous l'avions précisé tout à l'heure, nous avions dit que l'indivision peut résulter de l'absence de partage. Et on peut également faire une convention d'indivision. Nous avions également dit que l'indivision peut résulter du décès ou on peut se décider nous-mêmes de conclure une convention d'indivision. Maintenant, souvent, ce qui pose le problème, c'est la gestion des biens indivis.
Oui. La gestion des biens indivis pose le problème des gérants ou bien de la gérance. Puisque un bien indivis, on se demande qui va le gérer. Et il peut arriver des situations où le décujus ne laisse pas un seul bien, il laisse plusieurs biens. Ils peuvent être déterminés au moment de l'ouverture de la succession et ne pas être déterminés aussi. Donc, quand le bien appartient à plusieurs indivisaires, là, il faudra désigner un gérant. Donc, la loi dit, vous pouvez désigner un gérant, mais il y a des règles spécifiques qu'il faut suivre pour désigner le gérant. Par exemple, vous désignez le gérant en fonction de la majorité des indivisaires. Genre, les indivisaires en part et en nombre. Donc, s'ils sont nombreux, c'est la majorité qui désigne le gérant de leur choix. Et on dit, le gérant ne doit pas poser des actes sans avoir reçu l'autorisation de cette majorité des indivisaires. Donc, il y a deux situations, la disposition du bien individu et les actes d'administration. Donc, par exemple, quand on désigne un gérant qui veut poser un acte, la loi dit, par exemple, vous ne pouvez pas être un gérant et vous allez, par exemple, conclure ou bien bailler. Supposons que c'est un immeuble qu'on a laissé, que le décujus a laissé à ses indivisaires. On vous a désigné d'administrer. Lorsque vous allez bailler, par exemple, cet immeuble-là, vous devez obtenir l'autorisation des indivisaires ou bien de la majorité de ces indivisaires-là qui vous ont nommé. Donc, lorsque vous allez contracter des emprunts ou bien hypothéquer ce bien individu-là parce que vous êtes gérant, vous devez également obtenir l'assentiment ou bien l'accord de ces indivisaires. Maintenant, s'agissant de la vente, c'est tous les indivisaires qui doivent vous autoriser. Ils doivent donner leur OK, leur consentement, tous. Leur consentement. C'est ce que la loi dit. Donc, si un refuse, on ne peut pas vendre. On ne peut pas. Parce que, rappelez-vous, l'indivision, tous les indivisions ont des droits similaires. Donc, une fois que l'un d'eux refuse, vous ne pouvez pas. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de justifier ou bien d'amener l'affaire devant le juge pour qu'il analyse au regard de l'intérêt de la famille ou bien des indivisaires s'il faut vendre ce bien et que ce bien-là ne met pas fin à l'indivision. Genre, peut-être que c'est une portion seulement de l'immeuble individu qu'on veut vendre. Donc, c'est un peu la question qui se pose fondamentalement. En ce qui concerne les gérants et les mandataires. Maintenant, est-ce que si par exemple on se rend compte que le défunt a eu beaucoup de biens, peut-être sur tout l'étendue du territoire et même à l'extérieur du pays, on peut décider de désigner plusieurs gérants à la fois. C'est possible? C'est possible. C'est possible. Donc, c'est ça. Tout dépend de l'intérêt en jeu ou bien de la situation qui est soumise au juge et au magistrat. D'accord. Donc, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, lorsqu'on prend le cas où les successibles, les héritiers ne sont que des enfants, il n'y a que des mineurs, est-ce qu'ils ont la possibilité, du fait qu'il n'est pas encore atteint la majorité, de désigner le mandataire? En fait, s'agissant des mineurs, il faut comprendre que le mineur, lui, n'a pas la capacité. Donc, c'est pourquoi on lui désigne, par exemple, un représentant. Il peut avoir un tuteur qui suit l'opération ou bien tout ce qui se fait dans l'indivision. Maintenant, ce que la loi autorise, c'est que le mineur, à travers son représentant, peut demander de maintenir l'indivision jusqu'à sa majorité. Donc, à cause de lui, on peut ne pas partager ce bien-là. Il peut rester dans l'indivision jusqu'à ce que cette personne-là soit devenue majeure. D'accord. Alors, quelle est la durée du mandat du gérant désigné? Oui, vous allez constater qu'on avait dit que l'indivision peut résulter d'un accord tacite, c'est-à-dire d'un accord qui n'est pas expressément déclaré ou bien exposé. Donc, si les indivisaires sont dans une situation où eux-mêmes, ils n'ont pas décidé de partager, par exemple, le bien et ils désignent un gérant, donc ce gérant-là accomplit sa mission
tant que dure l'indivision. Donc, s'il ne précise pas dans la convention de gérance ou bien dans le mandat qu'il lui donne qu'il y a une durée déterminée, donc ce gérant-là gère le bien-là tant que dure l'indivision. Alors, dans sa fonction de gérant, est-ce que le mandataire qui a été désigné doit être payé? La première question. La seconde question, c'est de savoir est-ce qu'il peut jouir des biens des biens qu'il gère à titre de rémunération? Bon, tout dépend de la convention qui le lie aux indivisaires. D'abord, il y a ce qu'on appelle le mandat d'intérêt commun, ou le mandat d'intérêt commun, le mandataire là qu'on désigne ou bien le gérant là qu'on désigne peut être lui-même un indivisaire. Donc, il a un droit dans cette indivision-là. Donc, ça peut être aussi un héritier. Oui, un héritier peut être également un gérant. Maintenant, la situation, c'est lorsque un tiers qui n'est pas dans l'indivision ou bien qui n'est pas un héritier est désigné en tant que mandataire. Là, c'est la question de sa rémunération qui se pose et on peut lui céder des biens ou bien lui proposer un paiement en numéraire ou bien en espèces pour le payer à la fin ou bien pendant ou bien durant la période de sa mission. Merci pour ces éclaircissements. Maintenant, pendant que le bien, je prends toujours le cas des immeubles, des terres et de la maison, pendant qu'ils sont en train de gérer et que, par exemple, pour le cas d'une maison qui a été mise en bail, ils récoltent les fruits, les Les loyers. loyers. Comment est-ce que se fait le partage entre les autres héritiers? Il y a l'article 400 et 499 et suivant. Donc, si vous lisez bien, vous allez voir que on impose aux gérants de rendre compte régulièrement aux indivisaires. Donc, quand vous êtes gérant, vous ne pouvez pas gérer les biens indivis sans rendre compte. Donc, le respect de cette disposition veut que, une fois que vous accomplissez vos missions, au fur et à mesure, vous pouvez rassembler les indivisaires et les expliquer, en fait, les rendre compte que voilà, tel loyer vous avez collecté. Maintenant, le partage des loyers, c'est une décision qui appartient aux indivisaires. Donc, c'est les indivisaires eux-mêmes qui vont décider si le gérant va garder ces loyers collectés là ou bien ils vont le partager. D'accord. Est-ce qu'à tout moment, les héritiers peuvent décider, par exemple, de renvoyer le mandataire? Oui, bien évidemment, parce que les héritiers sont des propriétaires. Donc, une fois que vous êtes propriétaire, que vous désignez un gérant, vous êtes en quelque sorte un mandant. Et le mandant peut révoquer le mandataire qui ne lui inspire plus confiance. Donc, quand on prend notre code civil, il y a l'article 2004 qui dit en fait que vous pouvez révoquer le mandataire quand bon vous semble, parce que c'est vos intérêts qui sont en jeu. Une fois que vous voyez que ce mandataire-là n'accomplit pas fidèlement sa mission et vous voyez vos intérêts menacés, vous pouvez le renvoyer. Est-ce que le mandataire, dans l'exercice de sa fonction, peut décider de se faire appuyer d'une tierce personne? C'est possible, mais en principe, si il veut le faire, il doit obtenir également l'autorisation de ceux qui l'ont désigné. Donc, souvent, on dit procuration sur procuration ne vaut. Quand vous êtes un représentant de quelqu'un et que vous êtes indisposé ou bien indisponible, vous obtenez l'autorisation de votre mandant avant de solliciter l'appui d'une autre personne. Donc, si votre mandant ne refuse pas, le problème ne se pose pas. Mais lorsque votre mandant, qui est par exemple l'indivisaire ou bien les indivisaires, refuse et que malgré cela, vous choisissez une autre personne qui viendra à votre appui, tous les actes accomplis par cette personne-là ne sont pas opposables aux indivisaires ou bien à la personne qui vous a désigné. C'est-à-dire? Oui, vous dites que vous êtes gérant et que vous n'êtes pas libre. Maintenant, vous envoyez une tierce personne aller accomplir un acte qui pose préjudice aux indivisaires. Les indivisaires ne sont pas tenus de ces actes-là parce que ils n'ont pas été informés. Voilà, c'est ça. Ok.
D'accord. Ou bien vous voulez plus d'explications Non, sur non, non, ça? c'est bon, c'est bon. Parlons toujours du mandataire. Lorsque, par exemple, les héritiers donnent leur consentement pour que des actes comme la vente ou la cession soient accomplis, est-ce que les héritiers là vont venir, par exemple, pour la vente d'une maison signée ou c'est le mandataire qui signe? En principe, une fois que vous donnez pouvoir, ou bien les indivisaires donnent mandat à un gérant, et le tiers qui veut acheter, il doit vérifier en fait si le pouvoir donné à ce mandataire ou bien à ce gérant-là, c'est un pouvoir de vendre. Donc, parfois, si malgré que l'acte ne contienne pas une disposition précise de vendre ce bien-là et que le mandataire-là vend le bien, en principe, l'acte de vente-là est inopposable aux indivisaires. Donc, quand il désigne un gérant, le gérant peut poser des actes dans la limite de sa mission. Et là, s'il pose des actes, on lui a déjà donné le pouvoir. Lui seul, il est compétent pour en fait poser ces actes-là. Maintenant, sur la question de la disposition, bien de la vente de ces biens indivis, si ces biens sont spécifiés et qu'on lui donne pouvoir, nous désignons monsieur tant, 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 mandataire de notre collectivité ou bien de notre famille de vendre tel lolo numéro tant, tant, ou bien cette maison-là, il a le pouvoir de céder. Maintenant, la présence des autres héritiers, c'est la question peut-être des témoins qui se posent. Peut-être que le vendeur va appeler les héritiers là de venir assister. Sinon, la présence de ces héritiers-là Est facultative. voilà, ne remet pas en cause la validité de l'acte de vente. Est facultative. D'accord, vous pouvez reprendre cette phrase? Oui, je disais que Oui. la présence ou bien l'absence des héritiers qui ont donné mandat ou bien pouvoir à un gérant d'accomplir un acte précis ne remet pas en cause la validité de l'acte. Ils ne peuvent pas se baser sur le fait qu'ils n'étaient pas là et remettre en cause l'acte accompli par ce mandataire ou bien ce gérant. D'accord. Alors, comment est-ce qu'un individu, un tiers qui, par exemple, a envie de payer une maison, d'acheter une parcelle de terre, peut vérifier que la personne qui est en train de le vendre a reçu le mandat et le consentement des autres? Bon, ça, tout est question de... D'abord, il faut être de bonne foi. Il faut être de bonne foi. Maintenant, quand vous prenez, vous demandez, vous voulez acheter un bien, vous pouvez demander à votre mandataire de vous donner l'acte. C'est vrai que, bon, tout le monde ne sait pas lire, mais on peut quand même pousser des investigations pour vérifier effectivement si l'acte là qu'on donne contient effectivement le pouvoir de vendre. Par exemple, moi, je peux donner à Kofi un pouvoir spécial d'administrer mes biens. Et je peux préciser dans l'acte de vente qu'il n'a pas le pouvoir de vendre. Donc, le tiers qui prend cet acte-là et qu'il ne lit pas et achète malgré cela, quand le mandataire ou bien quand le mandant là va se lever, il peut remettre en cause son acte-là parce qu'il a été un tiers négligent et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Alors, est-ce que quand on parle du mandat, il y a un contrat écrit entre les successibles, les héritiers et la personne qui a été désignée? Justement, parce que chaque mandataire est censé être investi d'un pouvoir contenu dans un acte précis. Et il faut toujours vérifier ce pouvoir-là. Nonobstant les cas où, par exemple, il y a la question du mandat apparent, où une personne se présente comme mandataire en présence des héritiers ou bien les indivisaires, les mêmes indivisaires là sont là. Et puis le mandataire là cède les biens en question. Même s'il n'a pas donné de pouvoir, l'apparence peut être trompeuse et on peut quand même protéger le tiers là qui a été victime. D'accord, merci. Alors, quels sont les types de sanctions qui pourraient frapper un mandataire qui va au-delà, qui outrepasse les consignes et va au-delà de son pouvoir? Justement, quand un mandataire ou bien un gérant désigné n'accomplit pas un acte qu'on lui a, une mission qu'on lui a assignée, il peut être sanctionné. D'abord, il peut être révoqué et la révocation, la loi dit que quand vous êtes indivisaire et que vous désignez un mandataire qui n'accomplit pas fidèlement sa mission, vous pouvez le révoquer quand bon vous semble.
Donc, il n'y a pas à faire de justice dans ça. Donc, si vous décidez aujourd'hui de le révoquer, vous pouvez simplement aller chez le notaire va vous préparer l'acte, il va le changer par une autre personne et vous le signifiez. Donc, je précise bien que quand on change un mandataire, on lui signifie l'acte, on lui notifie qu'il est changé. Donc, un mandataire qui est là et que vous ne lui notifiez pas qu'il est changé, dans sa tête et avec les tiers, il est toujours mandataire. Donc, c'est pourquoi notre Code civil dit, par exemple, dans son article 2005, que quand vous révoquez un mandat, portez cette révocation à la connaissance des gens qui traitent avec ce mandataire. Vous pouvez venir à la radio faire un communiqué, vous pouvez vous pouvez publier cette révocation dans un journal d'annonce légale pour que les tiers ne soient pas n'ignore pas cette situation-là de révocation. Alors, il arrive des situations où le juge même choisit un administrateur légal des biens indivis du défunt. Dans cette situation, quel est le rôle de cet administrateur? Je précise que ce n'est pas un administrateur légal, mais c'est un administrateur judiciaire. Parce que l'administrateur légal, c'est la loi qui lui investit ce pouvoir-là. Donc, quand par exemple la loi investit quelqu'un, c'est un administrateur légal, mais quand c'est la justice, c'est un administrateur judiciaire. Merci pour les précisions. Donc, l'administrateur judiciaire, là, qui a été désigné par le juge, peut être chargé, par exemple, de la mission de gérer le bien. Peut-être que le bien individuel là est source de conflit et que les indivisaires ne s'entendent pas et qu'un partage n'est pas encore provoqué. Donc, pour arrêter l'hémorragie, on peut désigner un administrateur où on lui investit de la mission de collecter des loyers, de gérer le bien en attendant, tout en retirant tout droit de gestion à ces indivisaires en attendant que le problème ou bien le conflit qui se pose entre les indivisaires s'arrête. Et a-t-il également un mandat de 5 ans? Le mandat de 5 ans, j'espère que on va quand même comprendre ça, mais lorsqu'il est désigné par exemple en justice, on lui investit, on lui donne un délai précis. Le juge lui-même l'investit de la mission assortie d'un délai précis où il doit accomplir sa mission. Donc, si au-delà de ça, de ce délai-là, par exemple, le juge peut lui ordonner d'aller recenser et faire un inventaire de tous les biens individuels. Peut-être que dans le conflit que pose la succession via l'individu, les indivisaires disent que leur auteur a tel bien ici, ici, mais il y a d'autres qui disent que non, que c'est seulement ici. Alors l'administrateur là sera désigné pour aller rassembler tous ces biens-là, faire un inventaire. Donc, on peut lui dire, OK, dans votre mission, vous avez 1 mois, vous avez 3 mois de faire tout ça là. Donc, le délai de 5 ans n'est pas un délai universel. Il peut être modifié ou bien il peut être donné en fonction de la situation. Et des circonstances. Voilà. D'accord. Alors, que faut-il faire lorsque, par exemple, on décide de ne plus partager ou bien de ne plus être en indivision? Oui, le droit fondamental de tout indivisaire, c'est le partage. Donc, nul ne peut être obligé à rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Tant que vous-même, vous n'acceptez pas demeurer dans l'indivision, vous pouvez toujours demander le partage. Si vous sentez votre intérêt menacé, saisissez le juge et demandez le partage. C'est vrai que il y a des cas où il y a certains individus qui sont animés de mauvaise foi et qui peuvent vouloir solliciter le partage alors qu'ils savent que le bien là apporte des avantages à la famille. En droit français, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'attribution éliminatoire, où quand vous demandez le partage, les individus peuvent se grouper et disent non. Quand ils demandent le partage, si on partage ce bien-là, ça va nous porter un préjudice financier. Alors, nous-mêmes, nous allons cotiser pour lui donner la valeur de sa quote-part et il disparaît. Donc, quand un indivisaire est source de conflit, sujet de conflit, ou bien un indivisaire individualiste, on peut, mais ça n'existe pas dans notre droit togolais. Et dans notre droit, vous pouvez toujours demander le partage quand vous voyez que vous avez votre intérêt qui est menacé.
Maintenant, quelle est la procédure à suivre lorsqu'on n'a plus envie d'être en indivision avec les autres héritiers? Oui, quand vous avez envie, vous ne voulez plus être indivisaire, vous pouvez, si vous êtes en milieu rural, vous pouvez aller calmement voir vos co-indivisaires, leur soumettre votre décision que vous ne voulez plus rester. Maintenant, il y a la loi qui autorise le partage amiable. Donc, vous pouvez partager amiablement. Tant qu'on respecte les droits de tout le monde, on ne tient pas compte de la race, du sexe, on partage. Et quand on partage, vous pouvez soumettre l'acte de partage là pour homologation au juge. Au lieu de perdre du temps à la justice pour l'opération de partage, désigner un expert qui va quand même occasionner des dépenses à la succession. Mais si vous voyez que ce n'est pas possible, là, il y a certains indivisaires qui peuvent refuser que nous n'acceptons pas votre demande en partage. Et peut-être on est en train de contester le droit à l'héritage ou bien la qualité d'héritier à cet indivisaire-là, la saisine du juge est obligatoire pour régler le problème puisque c'est lui qui va aller vérifier, voir si vraiment il a cette qualité ou pas. Ok. Est-ce que les enfants d'un des indivisaires peuvent aller faire la demande de partage? Oui, c'est la situation où, par exemple, la personne est héritier, mais elle est décédée. Donc, quand une personne héritière décède, son droit là est transmis automatiquement à un de ses enfants. Mais tant que la personne est vivante, la demande en partage ne peut être faite que par elle-même. Donc, son héritier, son enfant ou bien un de ses descendants ne peut pas. C'est pourquoi la loi dit, quand dans l'ordre du partage, l'auteur décède et que ceux qu'il a laissés sont aussi décédés, c'est les descendants maintenant de ces descendants-là qui vont agir en partage. Ok, Hmm. d'accord. Maintenant, est-ce que lorsqu'on veut mettre fin à une indivision, il y a des procédés que la loi a eu, des règles, des conditions que la loi pose forcément? Oui, quand on veut mettre fin à l'indivision, c'est ça, on dit, vous devez prouver votre qualité d'héritier d'abord, puisque c'est ça qui conditionne en réalité la question, puisque vous devez prouver que vous êtes en indivision, que vous avez la qualité de succéder ou bien d'hériter de ces biens-là. Et là, si vous prouvez que vous avez la qualité, automatiquement, vous avez le droit de provoquer le partage euh, amiable comme judiciaire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose à savoir sur les indivisions? Oui, bon, ce que nous voulons dire, c'est le fait que dans l'indivision, la prudence est de mise. Et le problème avec les acquéreurs de l'indivision, il faut toujours prendre le temps de protéger son droit d'indivision là. Il ne faut pas que les héritiers restent sans rien faire quand ils voient leurs droits menacés. Vous voyez un acquéreur qui veut acheter un bien, approchez-le, ne le laissez pas parce que il peut arriver que quelqu'un veut acheter un bien qui est dans l'indivision, mais elle ne sait pas ou bien que vous êtes héritier. Donc, si vous voyez, par exemple, sur votre parcelle, quelqu'un vient placer des bornes et autres là, appelez la personne, informez-le, ne laissez pas un long temps passer avant de revendiquer votre droit parce qu'il y a des mécanismes qui punissent en fait la négligence dans les actes de partage. C'est pourquoi on dit, si vous agissez en partage de mauvaise foi ou à contre-temps, la loi peut vous punir parce que vous avez été négligent, vous n'avez pas pu revendiquer vos droits à temps. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Nous sommes pratiquement à la fin. Justement, je remercie, disons, bon, mes enseignants de droit et je pense que tous ceux qui nous suivent savent quand même à cet instant précis que les problèmes d'indivision et de succession sont vraiment coriaces dans notre pays et il va falloir que tout le monde se met en garde et prend les dispositions nécessaires pour protéger sa succession. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec vous, Manasseh Kofi Klouhou, vous êtes assistant juriste foncier.
Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi prochain à 11 heures pour un autre numéro sur votre radio pour tous, la radio Gina. Les programmes continuent sur la radio, donc ne zappez pas. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Au revoir.